S'il nous avait habitués au coup d'éclat, on ne l'espérait pas s'en prendre à son propre camp. Lui, c'est candidat Zanaï et sa cible, Basila Rossi des néo-démocrates, Runkwe Yarou des FCBE et compagnie. Une sortie tonitruante qui a même fait ressortir le président Soglo de son mutisme relatif, comme pour siffler la fin de la récréation au niveau de l'opposition. Autre sujet, et non des moindres, on a cru entendre du côté de l'université de vacances du PRD quelques velléités de rébellion. Que veut réellement le PRD? Ce seront les deux sujets de notre duel de ce matin. Le duel, c'est parti. Un spécialiste des coups d'éclat, Candide Azanaï n'a pas manqué à sa réputation cette semaine. Et on peut dire il s'attaque à l'opposition à tout va. Vous êtes senti visé parce que Yarou, Hunkwe ont été la cible de la sortie du, du président du parti Restaurer l'Espoir cette semaine. Bonjour, Et bonjour, chers téléspectateurs, et bonjour bonjour, de l'Orphaton. M. Xavier. Vous savez, Candidat Zanaï, c'est un homme politique atypique. Qu'on l'aime pas, il faut reconnaître à l'homme sa maturité d'homme politique de stratégie. Candidat est un homme de stratégie. Candidat ne fait rien parce que l'actualité le commande, parce qu'il a envie de faire. Il fait quelque chose parce que ça répond à une stratégie. Et si vous prenez les propos de Candide, en dehors de la stratégie dans laquelle il est, vous ne comprendrez rien. Et quand il sort des propos, depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, depuis les Soglo et qu'on sort, tout le monde a tendance à se jeter sur ses propos et à les prendre au premier degré. Moi, depuis au moins 6 ans, je m'intéresse particulièrement à l'animal politique qu'est Candide Azanaï. Il y a 6 ans. M'intéresser, ce n'est pas observer l'homme politique que tout le monde voit. 6 ans, c'est presque suffisant pour un doctorat. Oui, je dirais quelque chose comme ça. Où je suis l'homme et je me suis arrivé à le catégoriser. Je me suis dit qu'après le renard de Djelegbe Tevo Edjele, qui dans les années 90 a utilisé de tous les moyens pour faire réaliser ses rêves et faire réussir ses stratégies, Candide, depuis quelques années, est rentré dans la même posture. Et il a acquis cette finesse le long de l'histoire. Et depuis qu'il a quitté le gouvernement du régime Patrice Talon, je l'ai toujours observé en tant que stratège. Je ne l'ai jamais vu comme un opposant, ni comme un mouvancier. J'ai toujours vu comme un homme qui est dans une stratégie. Et c'est à l'aune de la stratégie de Candide qu'il faut analyser aujourd'hui les propos qu'il tient. Et quand vous prenez les propos dans leur contexte, ça n'a aucun sens. Quand Candide dit aujourd'hui, parce que l'un des propos phares, c'est qu'il lance systématiquement des pics à deux camps politiques. Il dit il y a pire que Teofil Yarou et Runkwe dans les démocrates. Ça veut dire qu'il s'adresse subtilement aux deux partis politiques, mais en atténuant les effets. Il dit les FCBE, si ce sont des mots, ils sont moindre mal que les démocrates. Ça veut dire qu'il lance un signal à ceux qui l'écoutent pour dire si vous avez passé tout votre temps à critiquer ceux-là, sachez que vous passez à côté. Ceux que vous devrez au contraire mieux critiquer, ce sont ceux de l'autre camp. Et quand tu le dis, tout le monde se jette sur ça. Et après, sa sortie, il a fait une sortie hier où il a attaqué frontalement Yahi Boni en disant que parce que Yahi Boni demandait certaines choses impossibles à avoir, Adjavon était celui qui était contre l'unité dans l'opposition. Ça veut dire qu'il sort, il attaque les deux acteurs politiques. Il avait attaqué deux partis politiques avant. Et il revient, attaque et Adjavon
et Yahya Boni. Toujours dans l'opposition. Tout dans l'opposition. Et quand vous voyez, vous allez voir qu'il y a comme une démarcation de 4 catégories que le candidat attaque. Il attaque FCBU en tant que parti politique, il attaque démocrate en tant que parti politique, mais il attaque Adjavon en tant qu'homme politique, mais derrière lui, il y a USL. Il attaque Yahya Boni en tant que personnalité forte politique. Mais il n'a pas attaqué Soglo. Vous comprenez? Et dans sa démarche, il a dit qu'il faut qu'on fasse partie Patrice Talon. Et quand vous allez voir que c'est comme s'il décrit un état de fait de l'opposition béninoise. Il ne trompe personne en réalité. Il ne fait que dire en réalité ce qui est, que tout le monde voit, que les gens refusent de voir. Il montre simplement que l'opposition que nous avons aujourd'hui a 4 courants, que lui connaît. Et qu'à l'heure où nous sommes, les 4 courants sont pratiquement inconciliables. Il connaît que là où nous sommes aujourd'hui, Yahya Boni développe un certain leadership, je dirais, qui apparemment semble personnel à lui. Et que les démocrates sont dans une stratégie qui ne crée pas un semblant ou bien n'offre pas une opportunité afin qu'il y ait une alliance ou bien une union entre eux et les FCBE. Et que Adjavon est carrément de son côté. Et il décrit simplement les 4 formations politiques qui existent, mais les 4 courants qui existent dans l'opposition que nous avons en face de nous, qu'elles soient formelles ou pas formelles. Alors c'est d'abord ce qu'il faut d'abord comprendre à travers les messages. Les pics qu'il lance, ce sont une manière stratégique de lancer des messages à ceux qui sont en face comme ceux qui sont avec lui dans l'opposition. Je mets entre griffes dans l'opposition parce que si on doit faire ce débat de candidats opposants et de l'opposition béninoise, ce sera un autre débat qu'il faudra faire avec beaucoup de sang-froid. Parce que le problème que nous avons au Bénin, on analyse le fait politique avec émotion et passion. Alors, le fait politique, c'est un fait qu'il faut analyser de manière dépassionnée d'abord. C'est quand on rentre dans la scène politique que la passion prend effet. Mais quand on veut faire l'analyse du fait politique, il faut le faire avec totalement un recul. Mais malheureusement, personne n'est prêt à écouter l'analyse des faits politiques sans recul. Quel est l'intérêt de candidat Zanaï de faire, de semer un vent de zizanie dans son propre camp? Non, quel est l'intérêt? Je ne saurais le dire, puisque je ne suis pas candidat Zanaï, je ne suis non plus de l'opposition. Mais je dirais que moi, en tant qu'acteur politique, quand j'écoute tout ça là, qu'est-ce que cela m'inspire? Ce que cela m'inspire, c'est ce que j'ai toujours répété, en disant que quand vous observez bien tout ce qui s'est passé depuis qu'on a annoncé les différentes réformes politiques, vous comprendrez qu'en réalité, même si vous n'êtes pas, en tout cas moi personnellement, même si je ne suis pas dans l'opposition, au regard des comportements que j'observe, j'ai l'impression que ce que candidat Zanaï décrit est une vérité que vit cette opposition, mais cette opposition ne l'a jamais acceptée. Mais aujourd'hui, c'est mis au grand jour. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez tout ce qui s'est passé depuis le 17 septembre 2019 ou bien 2018, où on a voté la charte des partis politiques, et tout ce qui a comme contrainte légale dans ces tests, et que ces tests ont été votés à l'unanimité -1 pour la charte des partis politiques et par 74 voix pour le code électoral de 2018, et que on n'est pas arrivé à rester ensemble jusqu'à ce qu'on n'est pas arrivé à aller aux élections, et que par fini, on se cache derrière un doigt pour dire qu'on les a exclus, vous comprendrez qu'en fait, il ne s'agit pas de l'exclusion. Il s'agit d'un groupe d'opposition qui visiblement n'est pas arrivé à accorder les violons pour rester ensemble, pour former de grands ensembles,
pour faire face aux contraintes légales qui s'imposent dans le nouveau dispositif politique du pays. Et c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas pu participer aux élections. Et nous, on l'a toujours répété. Parce que si je dois m'en tenir au décryptage que fait M. Delors-Faton, que je trouve très correct, si une opposition déjà divisée en 4 camps, pour ne dire que ça là, face à un rouleau compresseur de tests qui exige qu'il faut avoir 10% au plan national pour avoir d'abord l'éligibilité pour les sièges, vous voyez que chacun pris individuellement ne pourra pas aller aux élections. Et comme collectivement aussi on ne peut pas rester ensemble, l'ensemble ne pourra pas aller aux élections. En fait, c'est de ça il est question. Mais on finit par brandir le fait qu'on n'est pas allé aux élections et on dit qu'on est exclu, on sait que bon, personne ne voit en fait ce qui se passe entre nous. C'est une fuite en avant. Et moi j'ai toujours dit aux gens, on peut choisir de ne pas aller aux élections en tant que stratégie politique et finir par dire qu'on a été exclu. Azanaï a eu son récépissé avant les élections communales. Est-ce qu'il s'est présenté aux élections? Non, parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas réunir les 10% au plan national. Mais il ne le dira jamais. Ce qu'il dira, c'est que nous sommes dans un régime d'exclusion des partis politiques pour les élections. En fait, ce n'est pas une exclusion. L'opposition n'est pas arrivée à rester ensemble pour faire face aux dispositifs légaux qui sont en cours et par finir, à la veille des échéances, bon, ils ne participent pas et après ils disent que bon, on les a exclus, on a fait ceci, on a fait cela. Au fait, c'est ça d'abord ce que moi je voudrais faire relever dans l'aspect de division que vit l'opposition. Parce que si l'opposition est unie, on n'en serait pas là. C'est pourquoi sur d'autres plateaux, j'ai beaucoup attaqué ce comportement de la société civile qui a dit que bon, le parrainage là, il faut supprimer, Non, on n'est pas arrivé là. C'est tout ça là qui a contribué à ce que nous soyons dans un contexte précis aujourd'hui. Et donc, il faut en tenir compte de tout ça là pour tirer de vraies conclusions pour l'avenir. Oui, Delors-Faton, on vous fera peut-être remarquer que, vous parliez de stratégie tout à l'heure, on fera remarquer que cette pique prioritairement lancée aux démocrates vise en fait un néo-parti, un parti qui n'a pas encore d'existence légale. Est-ce que ce n'est pas une tentative de tuer dans l'œuf ce projet ou de le décrédibiliser avant même que le projet ne voit le jour? C'est pour ça que j'ai parlé que Kandidi est toujours dans la stratégie. Il est toujours dans la stratégie. Vous savez, c'est souvent difficile pour moi, à des moments donnés, de faire certaines analyses sur des plateaux de télévision. Parce que je suis vu, non pas comme un spécialiste de la communication politique, mais je suis souvent vu comme un acteur politique quelquefois. Oui, vous êtes un acteur politique. Oui, alors que je suis d'abord quand même un professionnel de la question, de la stratégie politique. Candide, en réalité, propose quelque chose qui sait que c'est impossible. Alors, quel est l'intérêt? Et c'est ce que dit tout à l'heure M. Adoukonou. Demander à l'opposition de s'unir face à un régime de la rupture avec 2 blocs, c'est une utopie. Et stratégiquement, c'est incorrect. Vous comprenez? C'est une fausse stratégie. C'est de la distraction que de demander à l'opposition de s'unir pour faire face à un régime qui a à lui seul 2 partis politiques. Et d'abord, quand Candide le demande et qu'il l'exige de manière constante, c'est parce qu'il veut surfer sur une opinion publique, une opinion du peuple qui demande à l'opposition de s'unir. Mais le peuple, je suis désolé de le dire, le peuple n'est pas stratège. Le peuple est un observateur politique. Mais dans les partis politiques, il y a des acteurs politiques et des stratégies politiques. Aucune stratégie politique ne demande à l'heure où nous sommes aujourd'hui que l'opposition se réunisse dans un bloc. Ça n'existe pas. S'il y a une stratégie politique qui le dit, je demande de faire avec le débat contradictoire pour qu'il me donne les raisons pour lesquelles il peut demander. Ça, aucune stratégie politique ne demande que l'opposition se réunisse à l'heure où nous sommes aujourd'hui. L'opposition peut arriver à faire 2 blocs ou 3 blocs. C'est ça ce qu'on appelle la stratégie politique. Parce que, même si on ne va pas aller en profondeur de la question, si on fait juste l'historique du Bénin de 90 à ce jour, à aucun moment, je dis à aucun moment,
aucune opposition n'a réussi à s'unir et à faire partie d'un régime qui a remporté une élection. La seule et unique fois que l'opposition s'est unie en 2011, c'est le chaos que nous avons eu. Et en 2016, où l'atmosphère politique était devenue les plus critiques, où la menace était forte, où on sentait une effervescence populaire, où tout le monde disait il faut arrêter le blanc entre griffes, comme on disait. Pourquoi l'opposition en ce temps ne s'est-elle pas mise ensemble pour avoir un seul candidat en face de Sissou? Il y avait eu 31 candidats au premier tour. Et c'est au second tour que le grand bloc de la rupture a eu lieu pour avoir d'abord un effet psychologique et empêcher le vis-à-vis de pouvoir passer de force. Et quand déjà 1, 2, 3, 4 formations comment pas se mettre ensemble, candidat derrière un candidat, savent qu'il y a un effet psychologique. Et c'est ce qu'on a vécu en 2016. Mais aujourd'hui, depuis 2017, on crie à tout vent qu'il faut s'unir. Je suis de l'opposition, mais j'ai toujours combattu cette. Mais quel est l'intérêt d'aller en rang dispersé au présidentiel? Mais ça n'a. Je dis, quand on parle de stratégie, on ne le dit pas. Vous comprenez? Mais la stratégie refuse qu'on aille en rang serré. Et je vais vous donner un simple exemple. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont abandonné le terrain à Ngoudi. Au lieu que PSD Damoso Bruno aille sur le terrain mouiller le maillot au profit de son parti, eux étaient tous dans le bloc de l'Union de la Nation. Et chacun a laissé son territoire. Et on voulait que ce soit Ngoudi, candidat qui viennent faire le travail dans leur circonscription électorale, dans leur fief. Ce faisant, ils ont laissé le champ libre à la mouvance d'alors qui avait des leaders partout pour baliser le terrain pour la mouvance. Parce que chacun se dit, comme ce n'est pas moi le candidat, comme ce n'est pas mon parti qui veut gagner, on va faire tout, il va gagner, nous on va en profiter. C'est qu'il y a d'abord une question de motivation qui est à la base quand vous vous mettez ensemble, si vous n'avez pas une histoire politique commune et lointaine. Parce qu'aujourd'hui, les formations politiques que nous avons, d'abord sur le plan, je parle d'idéologie de manière informelle. Sur le plan idéologique, ces formations n'ont rien commun. Quand on prend l'FCBE, par rapport à USL, par rapport... Je dois vous faire remarquer quand même, parce qu'il est important, l'USL juridique n'existe pas. Oui, alors, je prends ce qui a hésité hier comme USL. Vous comprenez? Ce qui a hésité hier comme USL, qu'on ne le veuille pas. Quand on prend cette formation, et par exemple la FCBE, et Candidat Zanaï, nous n'avons pas la même conception de la question de la rupture. Les FCBE ont combattu la venue au pouvoir de la rupture. C'est sur le plan idéologique, même psychologique, on n'a pas la même conception du combat contre la rupture. Oui, vous étiez le camp perdant. Vous comprenez? Eux, mais les candidats Zanaï et les Adjavoy consorts, ils sont du camp gagnant. Et eux, ils ont une frustration par rapport à la gestion et au partage du pouvoir. Vous comprenez? C'est ça la question qui se pose chez eux. Mais chez nous, c'est qu'on combat l'idéologie, même la philosophie qui a installé la rupture. Vous comprenez? Dans ce cas-là, si on nous met ensemble, on fait un panier à câble. Et je me souviens que je l'ai dit quelque part, je l'ai dit à une réunion importante en 2018, au sein de ma formation politique, j'ai dit, il faut qu'on ait deux courants dans l'opposition. Ceux qui sont les déçus de la rupture, ils se mettent ensemble pour former leur camp. Et ceux qui ont été battus aux élections, ils forment un camp. Ce faisant, il y aura une lisibilité. Et le combat aura du sens. Et si le combat continue et qu'on se rend compte qu'à une élection présidentielle, un camp a échoué, et du moment où ensemble, nous avons dans le grand ensemble, nous avons une réalité en commune, c'est que le régime, on veut l'arrêter. Même si ceux qui sont déçus parce qu'il n'y a pas eu de partage qu'ils auraient voulu, et ceux qui ont combattu l'idéologie depuis le début, ils peuvent se mettre ensemble de manière circonstancielle pour faire un combat, comme ce fut le cas en 2016, comme ce fut le cas en 1996, comme ce fut le cas en 2001, et ainsi de suite. Mais quand ils l'ont fait l'expérience en 2011, ça n'a rien donné. Il y a des phrases qui sont restées fétiches à la tête des Béninois. Et on sait. Parce que, avant de mouiller un maillot pour quelqu'un qui gagne l'élection, il faut d'abord que vous ayez un minimum de sympathie et de partage d'idéologie ensemble. Ceux qui sont aujourd'hui en face là ne nous l'auront pas. Cette opposition, elle est plurielle, elle sera plurielle jusqu'à un temps quand même raisonnable. Il peut arriver que, de manière circonstancielle, en 2021, on s'entende pour réaliser une action ponctuelle. Et après l'action ponctuelle, chacun reprend son label
et on continue le combat autrement, comme ce fut le cas en 2016. Devant ce tableau dépeint par de l'Orphaton, on peut imaginer la mouvance bois du petit lait. Je crois que ma démarche, elle sera pédagogique. Parce que quand j'écoute M. de l'Orphaton, j'ai l'impression que l'avenir de l'opposition, ce n'est pas pour demain. Parce que il parle de stratégie. Mais toute stratégie est liée à un contexte précis. Il n'y a pas de stratégie standard où on dit voilà ce qu'il faut. Non, c'est face au contexte que nous vivons que nous élaborons les stratégies. Et si nous pensons, c'est-à-dire que c'est le contexte qui vous permet de définir la stratégie appropriée et non la stratégie qui ira menacer le contexte. Parce que le contexte est fixé. Le contexte ici, c'est quoi? Le contexte, c'est que on a fait l'option de réformer le système partisan et politique. Et pour le faire, on a fixé une hypothèse pour dire nous allons quitter les particules. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas parler de partis, les particules, les micro-partis, les partis de région, etc., les partis ethniques, pour aller vers de grands regroupements. De grands regroupements. C'est l'hypothèse de départ. Et cette hypothèse a poussé donc le législateur à voir quelles sont les contraintes légales qu'il faut mettre pour que cette hypothèse qui est recherchée soit réalisée. Vous voyez? Et donc, c'est par rapport à ça que la question des 10% au plan national, la question de 15 membres par commune pour fonder les partis politiques, la question de la suppression des alliances pour que les gens créent vraiment des partis de grands regroupements, c'est par rapport à ça que même la question du parrainage, la question du financement public des partis politiques, la question de donner un statut à l'opposition pour que l'opposition qui n'est pas grand s'affaiblit pour faire tout pour devenir grand, c'est autour de cette hypothèse d'aller vers les grands regroupements que tout l'arsenal juridique a été institué. Maintenant, si on est dans un contexte comme ça, et que l'opposition, ou bien l'opposition, se voit dans sa stratégie incapable de rester ensemble. Donc, d'aller contre l'idéal qui est recherché, la conséquence directe, c'est que cette opposition ne pourra pas survivre par rapport au dispositif mis en place. En fait, c'est ça le problème que M. de l'Orphaton doit comprendre. Un peu pour dire que l'union progressiste que vous voyez là, le blanc républicain que vous voyez là, vous pensez que c'est de gaieté de cœur que les gens sont ensemble là. C'est faux. Chacun est venu de quelque part avec différentes conceptions politiques, visions, etc., etc. Et le panier à crabe que tu refuses là, on a été obligé de le créer. Parce que le dispositif qui est mis en place là, si on refuse le panier, on préfère créer le panier à crabe et maintenant d'apprendre, puisque quelle que soit la formule, on apprend, c'est facile de s'unir, mais ce n'est pas facile de rester ensemble sur la durée. Et donc, la stratégie la meilleure pour moi dans un contexte précis, c'est pas de ne pas rester ensemble, c'est de rester ensemble et maintenant de se donner les moyens
de rester progressivement ensemble. Oui, mais votre pédagogie leur sera forcément utile, mais la question, c'est Oui. que devant en tout cas, ce tableau de Oui. division, Oui. la mouvance est plus que jamais installée dans ses pantoufles. Il y a Mais pas, vous êtes, il n'y a même pas, c'est ça qui justifie même que l'opposition ne pourra pas tenir une seconde devant la mouvance. C'est ça la vraie question. Vous savez, quand j'écoute. Donc, Je je finis en disant que, donc, que les gens comprennent que on n'a pas exclu l'opposition de quoi que ce soit. L'opposition ne pouvant pas rester ensemble ne pourra pas faire face au dispositif. C'est auto-exclu. Oui, c'est ça, auto-exclu. Vous savez, c'est malheureux que tout le monde se porte comme donneur de leçons à l'opposition. Et c'est comme si dans l'opposition, personne parmi nous ne réfléchit. Et que nous sommes les derniers les tarés de la République et que nous ne comprenons rien. Il y a eu 51% de l'électorat béninois qui n'étaient pas allés aux élections passées. Ça veut dire que... Lesquels, les communales? Mais au communal est passé. Oui. Ça veut dire que il y a au moins la possibilité que 3 grandes formations politiques naissent encore dans l'opposition. Il y a possibilité. Et qu'ils aient au moins 3, qu'ils aient moins de 10%. Il y a possibilité qu'ils naissent dans l'opposition. Ça veut dire que la question n'est pas qu'on se mette ensemble. La question est qu'on laisse les gens se mettre librement ensemble et qu'à l'aune des élections, on va juger de quoi ils sont capables. Mais que personne ne dise que l'opposition, si elle ne met pas ensemble les modes. Je dis, mais tout le monde croit que personne ne réfléchit. Parce que vous savez, quand ils parlent, et qu'ils parlent de grandes formations politiques, ils parlent de leur philosophie, de ce qu'ils veulent, leur réforme. Mais pourquoi sont-ils incapables de se mettre eux-mêmes ensemble et ils ont au moins 5 ou 6 partis politiques dans la mouvance? Et pour les dernières élections, il y a eu au moins 5 partis politiques de la mouvance, mais 4 qui sont allés aux élections. Lesquels? Qui ont essayé d'aller aux élections communales et qui n'ont pas pu. Moël, mouvance. PD, mouvance. UDBN, mouvance. UP, mouvance. BR, mouvance. 5 partis politiques qui sont de la mouvance. Et personne ne trouve à dire, mais nous, dans l'opposition, là, on n'a que 3 partis politiques. On n'a qu'aujourd'hui 2 et un 3e qui veut naître. Et on trouve que quand un 3e naît, l'opposition est décadente. L'opposition n'est pas sérieuse. L'opposition n'a rien. Laissez naître les démocrates. Laissez-les naître dans l'opposition. Laissez-les occuper l'espace qui reste à occuper. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut avoir l'honnêteté de parler. Il y a au moins une population, je dirais, pratiquement la moitié qui reste inoccupée politiquement. Et il faut qu'il y ait une formation politique qui s'en occupe, des formations politiques qui s'en occupent, qui les fasse emballer dans le jeu politique afin qu'ils jouent leur rôle. Et quand on ne permet pas à ceux-là de jouer le rôle, on a beau discourir ici. Laissez d'autres formations politiques de l'opposition naître. Et vous allez voir, à l'aune d'une élection, qui peut être celle de 2021 ou celle de 2023, vous allez voir si elles sont capables d'exister ou pas. Mais ne restez pas dans vos bulles. Et comme, tristement, beaucoup d'intellectuels, je dirais, et beaucoup d'hommes politiques, et une partie de la population, que j'excuse, parce que la population n'est pas acteur politique, elle n'est pas aussi intellectuelle politique. La population elle est observatrice de la question politique nationale. Elle peut avoir raison de souhaiter qu'on soit unis. Mais je dis qu'elle nous comprenne. S'unir dans l'opposition, c'est un leurre. Et c'est une mauvaise route. Quand on le fait face à un régime qui est en face de nous, qui a tout fait pour ne pas s'unir, pour faire des démembrements, partout, je dis qu'on passe à côté. Qu'est-ce qui dit que Moël Bénin n'est pas une stratégie de la mouvance? Qu'est-ce qui dit que le fait que le PRD ait voulu rentrer et ressortir n'est pas une stratégie de la mouvance? Et quand je parle de stratégie, j'ai dit qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais je dis, il y a quelque chose qui est basique que tout le monde connaît partout. Demander à une opposition de s'unir partout, aucune opposition ne s'est unie nulle part. Dans les démocraties, les grandes, c'est parce qu'on a réussi à avoir 2 camps en face, un contre l'autre. Vous comprenez? Et les 2 camps, on sait qu'il n'y a pas une autre formation qui viendra rentrer dedans pour le challenge. Mais en France, ce n'est pas pareil. En France, il y a plusieurs courants aussi qui rentrent pour d'autres formations politiques. En dehors de Bénin Marche, il y a Odu, et les socialistes, il y a Moderne Bénin, il y a Le Pen, comment on appelle, le Rassemblement national. Rassemblement national, il y a d'autres formations politiques
Et l'opposition à Macron ne s'est jamais unifiée en France. Mais le contexte américain est un contexte particulier. Et aujourd'hui, la mouvance n'est pas encore une. Si on avait une mouvance aujourd'hui encore unifiée, on pourrait éventuellement demander à ce que l'opposition s'unisse. Mais même là aussi, pour le contexte dans lequel nous sommes, et je ne suis pas là pour faire de la stratégie sur votre plateau, ce n'est pas opportun à l'heure où nous sommes que l'opposition s'unisse. Et que la population comprenne qu'elle nous pousse dans une utopie en nous demandant de nous unir. Ce que nous avons voulu qu'elle fasse et qu'elle aide à ce que les démocrates existent encore et que l'animation de la vie politique de l'opposition puisse être meilleure. Parce qu'aujourd'hui, nous risquons de ne pas avoir un quadrillage du territoire. Parce que qu'est-ce que la mouvance aurait souhaité? Que les 50% de l'électorat béninois restent exclus. Vous comprenez qu'ils restent hors du jeu afin que, se basant sur les données des élections comme il a passé, il peut simplement se dire que, écoutez, avec ça, les FCB n'ont aucune chance en 2021. Nous pourrons les battre facilement. Mais ils savent que si l'autre parti qui reste de la population rentre dans le jeu, à travers la naissance d'autres partis politiques de l'opposition, ils sont foutus. Ils le savent. Ça, c'est ce qu'on appelle ça la stratégie. Oui, mais juste un peu du contraire, ce sont pas les populations qui donnent La population a un rôle déterminant. Oui. Qu'elle lève la voix de plus en plus pour que les dirigeants les écoutent, pour aider à ce que d'autres formations politiques naissent de l'opposition, pour accompagner celles qui sont déjà là. Au fait, ce que moi je dis, je ne refuse pas, puisque je ne suis pas de l'opposition, et je ne peux pas vous imposer un modèle. Mais ce que je dis là, lorsqu'on élabore le modèle, et que le modèle échoue, qu'on puisse être en mesure de dire que le modèle a été mal élaboré, compte tenu des contraintes qui sont là, au lieu de dire qu'on est exclu. Moi, mais les démocrates ne sont pas incapables d'avoir les nombres de membres qu'il faut pour remplir les conditions dans le contexte aussi. Ce qui est devenu absurde aujourd'hui au Bénin, c'est que tout le plan dans toute la démocratie. Là, vous vous prononcez sur les compléments que le ministère de l'Intérieur a demandé. Oui, les rectifications. je me prononce aussi sur tout. C'est comme si, même Non, si le ministère de l'Intérieur aurait raison, même si le ministère aurait raison, la création d'un parti politique ne peut jamais être soumise à autant de contraintes dans un système démocratique. C'est archi faux. Ceux qui le font, ils savent qu'ils font un faux jeu. Ils en sont conscients. On va le laisser continuer. Oui. Ce que je voudrais dire, il me semble que je suis un peu mal compris par M. Delofaton. Je ne dis pas que vous devez nécessairement vous unir. Mais je dis, moi, en tant qu'analyste politique, tel que moi j'ai vu les tests élaborés là, plus on est regroupé, plus on a de chance. Maintenant, si au niveau de l'opposition, comme au niveau de la mouvance, certains estiment qu'ils n'ont pas besoin de rester ensemble avec les gens, personne ne va leur en vouloir. Mais lorsqu'à l'arrivée, les résultats escomptés ne sont pas atteints, qu'on ne traduise pas cela en termes d'exclusion. Le PRD était rentré dans... Le PRD, puisque vous avez cité par sympathie, le PRD, l'UDBN, étaient tous partis pour rester dans le BR, le Bloc républicain au départ. Et, par fini, ils ont choisi de sortir pour se conformer aux nouvelles dispositions pour rester en tant que tel PRD et UDBN. Ils sont de la mouvance. Personne ne les a empêchés. Mais à l'arrivée, les résultats sont là. Aujourd'hui, le PRD n'a pas de député. Il n'a pas un seul conseiller communal au Bénin. Pareil on parlera du PRD tout à l'heure. Non, pareil pour l'UDBN. Puis je parle de la mouvance pour attirer son attention sur ce que je dis. Donc, cela est aussi valable pour l'opposition. Lorsque vous ne vous mettez pas ensemble et qu'à l'arrivée, vous n'avez pas les résultats, ne me parlez pas d'exclusion. Parce que le fait de s'éparpiller est que vous êtes en train de préparer le lit à l'échec. Et donc, ne venez pas dire à la population qu'on vous a exclu. Tout à l'heure, M. Delofaton a dit quelque chose. Et je sais que c'est ça qui les trompe. C'est ça qui les trompe. C'est ça qui trompe tout le monde. Même
les partis qu'il a cités là. C'est-à-dire le fait qu'on a dit d'avoir 15 membres fondateurs au moins par commune, chacun se dit que si c'est ça la réforme, ce n'est pas encore un problème. On peut en créer. Et j'ai dit que le multipartisme intégral, il est maintenu. Là où nous sommes, on peut aller même jusqu'à 100 partis politiques, ce n'est pas un problème. Mais, là où il y a le hic, le fait qu'on a mis les 10% veut dire qu'il y a une relation entre les 10% et les 15 membres par commune. Il ne s'agit pas... Les élections communales passées en disent non. Lorsque les gens ont tout fait pour avoir les 3000 et quelques candidats titulaires suppléants pour répondre à la représentation nationale, à l'arrivée, ils n'ont pas les 10%. Parce que il ne s'agit pas de réunir 15 membres par commune pour réunir. Il faut réunir des gens qui sont représentatifs, capables de vous lever des voix dans toutes les circonscriptions électorales au fait de vous permettre d'avoir les 10%. C'est de ça la question. Donc, les partis qui se créent, qui vont au ministère de l'Intérieur pour prendre les récépissés là, moi ça me fait rire même. Ils vont mourir de leur propre mort. À moins qu'on ne revoie, le législateur ne revoie les dispositions de 10%. Donc, personne ne vous refuse de développer, d'être pluriel dans l'opposition. Mais si vous l'êtes, et qu'à l'arrivée, vous n'êtes pas arrivé à sortir votre épingle du jeu, reconnaissez que le modèle a été mal élaboré, il faut le repenser, au lieu de dire que sous l'actuel régime, on ne fait que exclure. C'est ça, moi, je refuse. Vous faites une option. C'est que, oui, et vous subissez les conséquences. Les seuls partis politiques qui n'ont pas pu avoir les 10%, c'est les partis de la mouvance. Pour les élections comme là passé là, les seuls partis politiques qui sont allés, qui n'ont pas pu les 10% là, c'est de la mouvance. C'est ça qui confirme ce que je dis. S'il y a des gens si les partis qui doivent se revoir dans le miroir, c'est vous de la mouvance, c'est pas nous. Parce que l'unique parti politique de l'opposition qui a pu aller aux élections a eu les 10%. Ça veut dire que si deux partis de l'opposition naissent, laissez-les naître. Oui, ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Pour qu'à l'arrivée, on voit s'ils sont capables d'avoir 10% ou pas. Mais ne préjugez pas de ce que nous allons faire et de notre échec. Je dis, nous avons besoin d'être pluriels pour faire mieux le combat. Et moi, mon souhait, je suis FCBE. FCBE n'est pas victime des 10% ou pas. Nous avons déjà FCBE. Vous n'allez pas dire qu'on a une formation politique mineure. Vous pouvez aller au-delà de 6 ou 7, mais nous sommes aujourd'hui une grande formation politique. C'est pas un débat ça là. Aujourd'hui, nous sommes une grande formation politique, qu'on le veuille ou pas, parce que les lois qui sont là et les 10%, nous les avons déjà dépassées. Ça et que nous là, on n'a aucun problème. Mais que les autres formations politiques de l'opposition aussi naissent, je dis qu'il y a encore 51% de l'électorat du Bénin qui est résistant, je dirais. Qui refuse de rentrer dans la dynamique que nous avons en cours. Permettez qu'il y ait d'autres formations politiques qui aillent parler à cette portion pour les emballer dans le jeu politique. Mais quand on demande seulement qu'on soit ensemble, je dis, ça ne marchera pas et ce n'est pas à vous de nous donner la leçon sur ce sujet. Et pour dire, parce que le sujet a commencé par Candide. Oui. Candide fait, qu'on le veuille ou pas, le jeu de la mouvance. Non, d'une stratégie très fine. Et il sait ce sur quoi il joue en jouant cette stratégie. Parce qu'il surfe sur une opinion populaire. Il surfe sur ça. Le peuple populaire dit il faut que les gens se mettent ensemble. Et Candide surfe cette opinion pour jouer de la suivi politique pour lui et pour son parti politique. Et c'est ce qu'il fait d'abord. Nous allons passer à l'autre sujet de ce duel rapidement. On a tous été témoins de l'université de vacances du PRD qui, en tout cas jusqu'ici, aux dernières élections communales, se réclamait de la mouvance. Mais voilà, le communiqué final a un peu perturbé tous les observateurs. On a vu un discours engagé, on a senti un léger vent de contestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Que veut véritablement le PRD? Non, vous savez, le PRD est dans une posture très difficile. Très, très, très difficile. Je dis très, très, très difficile. Et je l'ai dit une fois, hein, j'ai rendu une fois hommage à Mbetta Adrien pour son expérience des 30 dernières années. Parce que c'est sa seule formation politique qui a pu faire 30 ans.
il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que toutes les formations politiques qui sont nées avec le même moment ont disparu avant les 30 ans. Ils ont réussi à finir le cycle. Et c'est fort louable. Mais aujourd'hui, ils sont face à un dilemme grand. Et c'est difficile pour eux de se prononcer parce qu'ils ne savent réellement pas quels sont les enjeux qui nous attendent et comment s'y prendre. Vous savez, la plus grande difficulté du PRD a été le positionnement de 2016, qui a fait que le PRD a été déplumé en se positionnant mal en 2016. Voilà que après cette saignée 2016, qui a été, je dirais, aggravée par celle de la gestion du pouvoir les 4 dernières années, qui est soldée par ce que nous avons pris les élections communales passées, où le PRD s'est retrouvé réduit dans 3 communes, où elle n'a pas la majorité, elle a une majorité relative dans 3 communes, parce qu'elle n'a pas dépassé 50%, même à Porte-Nouveau. Ça veut dire que l'électorat du PRD est devenu très très réduit. Et la moindre erreur leur fera perdre tout ce qui reste. C'est qu'ils risquent de se retrouver, de perdre complètement à Djara, de perdre complètement, c'est un peu dit, de se retrouver avec une portion congrue à Porte-Nouveau qui va disparaître aussi. Et là, ils jouent de toute leur vie sur des tableaux très délicats. Parce que vous avez vu, c'est comme si à un moment donné, senti que le président Oumbedi a voulu être le restaurateur des acquis démocratiques de 90. Celui qui croit en la démocratie telle que le modèle a été inventé en 90. Alors que ce modèle inventé en 90 est aux antipodes de ce que nous avons aujourd'hui dans la gouvernance du régime en place. Et il fait cette ouverture et lance cet espoir de voir renaître cette démocratie de 90. Et en même temps, il se dit allié au régime qui détruit les acquis de 90. On est en 2020. C'est là la contradiction du discours. Mais je comprends ce discours. Parce que c'est un discours qui n'est pas politique. C'est un discours qui est, je dirais, réaliste. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour conserver le peu qui leur reste. Vous avez vu, il y a une phrase que beaucoup ont répétée. Cette élection, au cours de cette élection, nous n'avons perdu. Nous n'avons pas d'élus, mais des non, pas électeurs. d'élus, mais nous avons des électeurs. Voilà. Alors qu'un parti politique, ce n'est pas les électeurs. C'est et les électeurs et les élus. Parce que ce sont les élus qui permettent au parti politique de vivre. Aujourd'hui, le PRD n'a même plus un seul élu. Alors qu'hier, ils en avaient et pourtant ils ont eu ce score. Maintenant qu'ils n'en ont même plus, ils trouveront où les ressources pour pouvoir faire les campagnes à venir. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de souffler le chaud et le froid. Et ça veut dire que le chaud et le froid, ce n'est pas une question de critiquer, ce n'est pas une question de s'apitoyer ou de se réjouir, mais c'est une question qui préoccupe, sur laquelle il faut réfléchir sur le sort de ce parti, le plus vieux parti du Bénin qui a fait 30 ans et qui a été disparu devant nos yeux et qui probablement va disparaître. Probablement va disparaître. Non, je crois que... Prise en sandwich entre non, le BL, l'UP... Si tous les partis politiques qui sont créés depuis 90 ont disparu et que la terre n'a pas tremblé, est-ce que c'est le seul qui reste PRD là, qui va disparaître et il y aura problème? Au fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le PRD est en paix de vitesse. Je m'explique. Le PRD, le président Oumbedi a été président de l'Assemblée nationale dans les conditions que nous tous nous connaissons. Et rien ne pouvait justifier sa position par rapport au candidat Patrice Talon en 2016. Mais il a rapidement changé de veste, il s'est retrouvé avec Zissou. Et malheureusement pour lui, Zissou a échoué et il n'a pas duré longtemps là. Et rapidement, il est revenu encore chez Talon. Donc, quand vous voyez tous ces mouvements sinusoïdaux que fait le PRD, vous comprendrez que le PRD tente toujours de penser d'abord à sa propre survie. Malheureusement pour lui... Ce qui est logique pour n'importe quelle formation politique. Voilà. Mais malheureusement aujourd'hui, le contexte qui est créé ne permet plus de penser comme ça. Il faut penser à la survie du grand groupe. Je reviens toujours sur ma thèse là. Parce que
Maître Adrien Humbedji, en tant que président de l'Assemblée nationale de la 7e législature, a été d'accord que l'on aille vers les grands regroupements. Et concernant les élections législatives, c'est sous lui qu'on a voté les 10%, l'article 242. Et en étant bien conscient que, telles que les dispositions sont mises, on ne peut pas rester seul PRD et réussir, il est rentré dans le bloc républicain. C'est une expression de Maître Adrien Humbedji et du PRD qui dit qu'avec les nouvelles réformes, on ne peut pas rester PRD seul et évoluer. Mais c'est parce que il était dans la tendance qu'arriver dans le BR en tant qu'une grande formation politique, il allait s'imposer pour faire entourer de lui les autres et être le challenger. Ce qui n'a pas pu réussir. Et c'est ça qui a fait qu'il est sorti. Donc, en sortant, ils sont bien conscients qu'ils sont face à une situation très difficile. Et la réponse n'a pas tardé à venir avec les résultats qu'ils ont engrangés par la suite. Donc, aujourd'hui, le PRD se dit, si je dois vivre, il faut que le système juridique qui est là soit revu. Et pour que le système soit revu, il faut que tout le dispositif politique que sous-tend ce régime disparaisse d'abord. C'est pourquoi il est mélangé entre le soutien prochainement au président Patrice Talon et le soutien à un autre candidat. Parce que si on change la tête du pays, tout ça là peut crouler. C'est ça. Si tout ça là, parce que le président de la République... Ah, donc vous ne croyez pas que toutes ces réformes nous engagent pour longtemps? Lorsque nous n'avons pas quelqu'un de la trempe du président Patrice Talon au pouvoir, ces réformes ne vont pas durer. Ça, je vous parle en tant qu'homme politique. Parce que le président de la République est le premier homme politique du pays. Et c'est parce que le président Talon a cette vision que l'Assemblée nationale a pu l'accompagner. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, les acteurs politiques, nous aspirons à ces réformes. Mais comme on n'a jamais eu un président qui soit dans le même courant, on n'a pas pu les réussir. Donc le départ du président Patrice Talon, si jamais quelqu'un qui n'a pas la même vision que lui vient au pouvoir, il va avoir la majorité à l'Assemblée nationale et ils vont dire de décapiter les lois, on va enlever les 10%, tout ça là, et on va revenir à la carte de départ. Nous sommes là. Ok, merci M. Aloukonou. Ce sera votre dernier mot. On va conclure rapidement. Donc le PRD est dans un clair sombre qui ne dit pas son nom. Oui, mais je pense que oui. à la lueur où les choses vont, le PRD est appelé à disparaître s'il n'y a pas une mutation radicale. Il ne veut pas résister à l'épreuve La mutation n'est même pas il ne possible. veut pas résister à l'épreuve des réformes et à l'épreuve de Il l'avenir. ne peut pas. Aux épreuves que nous aurons dans l'avenir politique prochainement. mutation. Il ne peut pas résister. Il n'y a aucun moyen. À moins qu'il y ait un cataclysme. Mais je pense que n'importe quel président qui viendra au pouvoir ne reviendra pas à certaines réformes que nous avons déjà au Merci beaucoup. Président, c'est une évidence. Merci parce beaucoup. que qu'on le veuille ou pas, il y a des choses à corriger. Mais le fond de la réforme qui consiste à dire 10%, qui consiste à avoir des grandes formations politiques, personne ne pas y revenir. Par exemple, on ne reviendra pas, on ne reviendra pas, mais on peut voir les modalités, on peut revoir les modalités, mais personne n'y reviendra. Dans ce contexte, je pense que l'aventure du PRD commence à s'assombrir de plus en plus et il faut craindre. Mais c'est heureux que l'homme ait toujours des gens avec qui ils réfléchissent, ils peuvent trouver la formule magique qu'il faut pour rentrer dans une nouvelle dynamique et peut-être fondre avec d'autres formations politiques ou bien créer un grand groupe qui fera disparaître le PD peut-être pour une nouvelle aventure. Merci de leur faire au moins un point d'accord. On sera sorti de ce débat au moins en vous accordant sur ce sujet-là. Chers amis téléspectateurs, c'en est fini pour le duel de ce dimanche. Je vous le rappelle, vous pouvez suivre en direct notre émission et tous les programmes de télé par ailleurs sur notre application Télé Bénin et retrouver tous les autres programmes sur nos différentes plateformes. La chaîne YouTube Télé Bénin, la page Facebook Télé Live, le compte Twitter et Télé Live également.
En attendant, je vous souhaite un bon après-midi, toujours en compagnie de Dimanche c'est politique parce que ce n'est pas fini. Dans quelques instants, vous aurez l'hebdo des éditorialistes va prendre place sur ce plateau. Je vous retrouve à 13h30 après l'édition de la mi-journée pour clore le dimanche politique de ce jour. En attendant, portez-vous bien et à dimanche prochain. Retrouvez vos programmes préférés sur nos canaux digitaux, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé Live, notre site internet www.etelebene.com, notre page Twitter ETélé Live. Téléchargez également sur Play Store et App Store notre application ETélé Bénin pour suivre nos programmes en direct. ETélé Bénin, c'est aussi le numérique pour être plus proche de vous. ETélé Bénin, c'est aussi le numérique qui nous rapproche de vous. ETélé Bénin, c'est le numérique pour être plus près de vous.